Bienvenue à cette exploration du monde fascinant et souvent assez méconnu de la médecine légale. Oui, Aujourd'hui, on va s'appuyer sur le témoignage direct d'un praticien aguerri, le docteur Philippe Boxeau, à travers son livre Les morts ont la parole. tout à fait. On oublie un peu les séries télé, parce que là, il nous raconte vraiment son quotidien, des enquêtes méticuleuses, des découvertes parfois surprenantes, loin des projecteurs, quoi. C'est ça. L'objectif, c'est vraiment de décrypter un peu cette profession. À travers ce qu'il raconte, on va voir les méthodes scientifiques, bien sûr, la logique derrière les conclusions, Oui. mais aussi tout l'aspect humain, qui est parfois déroutant dans ce travail. C'est une façon de démystifier un peu tout ça, d'apporter un éclairage basé sur des faits, et avec respect, évidemment. Et l'auteur le dit tout de suite, il aborde ces histoires vécues sans pathos inutile. Alors il y a parfois une forme d'humour face à l'absurdité de certaines situations de mort. Oui, face aux circonstances. Voilà. Mais jamais, il insiste là-dessus, jamais envers le défunt. C'est une invitation à comprendre ce métier qui est exigeant, bien au-delà des clichés. Mhm. Alors pour bien saisir cette réalité, on pourrait peut-être commencer par comment on arrive là, comment on devient médecin légiste. Oui, le parcours de l'auteur lui-même, il est assez particulier, non? Ah oui, tout à fait. C'était pas une vocation immédiate, on va dire. Il a d'abord pensé à être prêtre. Ah oui, Hmm. Oui, puis il a beaucoup hésité entre le droit et la médecine. Et le choix final pour la médecine, il s'est fait un peu par hasard apparemment. comment ça? Sur le pas de la porte de l'université, au moment de s'inscrire, il a choisi la file la moins longue, voilà. Incroyable. Et c'est après, avec des stages en anatomie, la dissection, ça l'a beaucoup intéressé, puis un contact avec l'Institut médico-légal, l'IML, D'accord. qui l'ont petit à petit orienté vers cette spécialité. Donc c'est pas une révélation soudaine, mais plutôt une série de rencontres, d'opportunités, quoi. Exactement. C'est intéressant, ça montre que même des carrières comme ça, très pointues, elles peuvent naître un peu de concours de circonstances. Mhm. Et après ses études et un service militaire en Allemagne où il a beaucoup pratiqué, il a même fait les deux pendant un temps, médecine générale et médecine légale, Ah, d'accord. avant que la médecine légale devienne vraiment sa passion et puis son unique activité. Et ce parcours un peu atypique, ça l'a mené à un métier où la rigueur, elle est cruciale dès le départ, j'imagine. L'arrivée sur ce qu'on appelle la scène de crime. Ah oui, On a tous des images en tête, les séries américaines, mais ce qu'il décrit dans le livre, c'est quand même très différent. ah oui, c'est extrêmement méthodique et puis très codifié. L'espace, il est divisé en zones, des zones très strictes. D'accord. D'abord, il y a la zone d'exclusion judiciaire. Mhm. Ça, c'est vraiment le périmètre juste autour du corps. Mhm. Là, il n'y a que les techniciens de la police scientifique qui entrent. Mhm. Et encore, équipés de la tête aux pieds, hein. Ah, La combinaison intégrale, le Tyvek, oui, les combinaisons blanches. c'est ça. Gants, masques, surchaussures. L'idée, c'est vraiment d'éviter toute contamination. On n'apporte rien, on n'emporte rien sans le vouloir. Une sorte de bulle stérile, en fait, pour préserver les indices. Et autour de cette première zone, Alors autour, il y a ce qu'on appelle la zone d'isolation. Là, c'est pour les magistrats, les enquêteurs et les experts, comme le médecin légiste. ok. Et encore plus large, une zone de dissuasion pour tenir les curieux à distance, les médias, parfois la famille aussi. C'est très structuré comme organisation. Et cette recherche d'indices, elle repose sur des principes scientifiques bien établis. Le livre parle d'Edmond Lecard avec sa phrase célèbre « Tout contact laisse une trace C'est ça, c'est un des piliers. Et l'autre, c'est Adolphe Quetelet. Chaque objet est unique. ». Ah oui. Ces deux idées, elles guident toute l'enquête en fait. On cherche la petite trace, un cheveu, une fibre, une empreinte qui pourrait potentiellement relier un auteur à la scène ou identifier l'arme, par exemple. C'est un travail de fourmi basé sur l'observation, la collecte. Et c'est important de faire la différence entre les rôles, n'est-ce pas? Celui qui collecte, c'est pas forcément celui qui va analyser derrière. Précisément. Il y a le technicien de scène de crime, ce qu'on appelle souvent le labo. Lui, son métier, c'est de repérer et de prélever ces traces, avec une méthode très rigoureuse. D'accord. Et puis il y a l'expert, le légiste pour le corps, le balisticien pour les armes, le toxicologue, enfin chacun sa spécialité qui va analyser ces éléments dans son labo. C'est vraiment des compétences différentes mais complémentaires. L'auteur raconte une anecdote assez drôle d'ailleurs, qui montre bien le décalage avec l'image un peu glamour des séries. Ah oui, celle de la dame des... Elle attendait les experts, genre série I, et elle voit arriver un technicien très compétent, hein, mais barbu dans une simple Renault Kangoo, Ah ah. et sa réaction déçue. Eh bien, ça casse le mythe. Ça résume tout, quoi. L'écart entre la fiction et puis
le travail patient, méthodique de la réalité. Oui, ce décalage avec la fiction, c'est un point sur lequel le docteur Boccchio insiste pas mal. Il pointe plusieurs erreurs qu'on voit tout le temps dans les séries et qui créent des idées fausses. Le manque de protection, par exemple, c'est flagrant. Ah oui, complètement. En vrai, ce serait une faute professionnelle hyper grave. Et on voit aussi des trucs médicalement impossibles, quoi. Comme quoi, par exemple? Une prothèse de jambe en bois qui saignerait. Ah oui. Ou une fracture du crâne qui aurait pile la forme de l'objet qui l'a faite. Ça, physiquement, c'est pas possible. Ou alors des analyses ADN complètement folles, genre récupérer un profil sur une lentille de contact qui a trempé dans du champagne. Ah oui, l'ADN serait détruit, là. Bah oui, l'alcool, les autres fluides, ça détruit tout ce qui est exploitable. Et il y a aussi la propreté des lieux dans les séries. Toujours nickel. C'est ça. Alors que l'auteur rappelle que les scènes réelles, c'est souvent sale, parfois même insalubre. Il dit même vaut mieux être vacciné contre le tétanos. Ah oui, quand même. Et puis, il y a cette idée que l'ADN ou les empreintes, hop, ça résout tout le temps. Oui, le fameux effet CSI. Exactement. Cette attente qui vient de la fiction, que la preuve scientifique va tomber comme par magie. C'est très loin de la réalité. En vrai, ces identifications formelles, c'est pas si fréquent. Et ça peut même influencer, sans qu'on s'en rende compte, les jurés dans un procès. C'est vrai. La leçon, peut-être, c'est que la médecine légale, ça avance moins par des eureka spectaculaires que par l'élimination patiente des possibilités et l'assemblage de preuves qui sont souvent assez minces. Et un autre point qui diffère, c'est l'attitude des experts. On les voit souvent très émotifs à l'écran. Oui, alors que la neutralité, la distance émotionnelle, c'est crucial pour un expert judiciaire. Il faut pouvoir analyser froidement les faits, même face à des situations très dures, comme autopsie un enfant. Bien sûr. Ce sont des êtres humains, évidemment, mais leur rôle demande cette maîtrise. Les séries, ça reste du divertissement. Nous, ici, on essaie de comprendre la rigueur, la méthode, et puis aussi la part d'incertitude qui existe vraiment dans ce travail d'investigation. Alors, une fois que le travail sur la scène est fini, l'attention se porte sur le corps et les transformations qu'il subit après la mort. Le livre décrit surtout la putréfaction. Oui, c'est le processus le plus courant. C'est dû à l'action de nos propres bactéries, surtout celles de l'intestin. Ça commence souvent par une tache un peu verdâtre sur l'abdomen. Puis le corps gonfle, à cause des gaz produits par la décomposition, méthane, sulfure d'hydrogène, ce genre de choses. L'épiderme peut se décoller, ça fait des cloques, on appelle ça des phlictènes. Et l'odeur, j'imagine. Ouais. L'odeur est très caractéristique. L'auteur d'ailleurs, il avoue un truc perso. Il peut plus manger de gibier faisandé. Ah bon? Ouais, l'association d'odeur et de goût est devenue trop forte pour lui. Le livre parle aussi d'autres évolutions possibles. Momification, saponification. Exactement. Si le milieu est très sec, bien ventilé, le corps peut se dessécher, se momifier. Et à l'inverse, dans un endroit très humide et sans oxygène, dans l'eau, ou un sol très argilé, par exemple, les graisses du corps peuvent se transformer en une espèce de substance, un peu comme du savon, cireuse. C'est la saponification ou la dipocire. D'accord. Et ces processus, ils conservent le corps différemment. Et ça change aussi la façon d'estimer depuis quand la personne est décédée. Et dans tout ça, il y a des acteurs inattendus. Les insectes. Ils jouent un rôle super important apparemment. Ah oui, un rôle crucial. Surtout les mouches, celles qu'on appelle nécrophages. Elles sont attirées par les odeurs spécifiques que le corps dégage dès les premières heures après la mort. Et ce qui est fascinant, c'est que différentes espèces d'insectes vont venir coloniser le corps par vagues successives, à des stades de décomposition bien précis. D'accord. Et l'étude de tout ça, de cette entomofaune, c'est l'entomologie médico-légale, en regardant quelles espèces sont là et à quel stade elles sont, œufs, larves, pupes, adultes, on peut estimer la date du décès, parfois avec une précision étonnante, surtout dans les premières semaines. C'est fou. En Europe, on doit beaucoup aux travaux de Marcel Leclerc, on le surnommait Monsieur Mouche, il a été pionnier là-dedans. Mais l'interprétation de ces signes naturels, ça demande quand même beaucoup de prudence. Il y a une histoire incroyable dans le livre, le cas mort-vivant. Ah oui, c'est une excellente illustration de ça. Des policiers découvrent un homme, Bernard, par terre, immobile. Ils voient des larves près de lui. Bon, logiquement, ils se disent « Ok, il est mort et la putréfaction a commencé ». Logique, oui. Ils sécurisent la zone, ils appellent le légiste. Mais en attendant, il y a un policier qui essaie de prendre les papiers dans la veste de Bernard. Et là, le soi-disant mort lui attrape le bras. Non, la frayeur. Ah oui, imaginez. En fait, Bernard n'était pas mort du tout.
il était tombé, il s'était luxé sa prothèse de hanche et il était bloqué par la douleur. D'accord. Et dans sa détresse, il avait uriné sous lui. Et ce sont les mouches, attirées par l'urine, par l'humidité, qui sont venues pondre sur le tissu mouillé, pas sur un cadavre. Ça montre bien qu'un indice, même s'il a l'air évident comme des larves, il faut vraiment le replacer dans tout le contexte. Absolument. La présence de larves, ça ne veut pas dire mort systématiquement. On en trouve parfois sur des plaies de personnes vivantes. D'ailleurs, on utilise même ça médicalement, la stichothérapie, pour nettoyer certaines plaies. Ah oui, c'est vrai. Et elles peuvent aussi être présentes sur des personnes très négligées qui sont incontinentes. L'auteur raconte le cas d'une dame âgée, retrouvée vivante, mais couverte de larves, là où elle avait transpiré, uriné. Les larves avaient même nettoyé des escarres très profondes, jusqu'à l'os. Terrible. Donc, oui, ces signes naturels sont précieux, mais faut jamais se fier qu'à ça. Au-delà de l'interprétation des signes sur le corps, parfois c'est l'identification même de la personne qui pose problème, surtout si le corps est découvert longtemps après. En effet, l'auteur dit qu'il a gardé pendant plus de 3 ans un noyer non identifié dans les frigos de l'Institut. Croisant. Oui, avant qu'il soit finalement inhumé sous X, faute d'éléments. Et parfois, il y a des erreurs d'identification, avec des conséquences terribles. L'affaire Allô Papa, c'est tragique. Racontez un peu. Alors, une jeune fille de 17 ans, Maureen, elle part en voyage juste après que sa mère soit décédée. Son père, Jacques, il s'inquiète parce qu'il n'a plus de nouvelles, donc il signale sa disparition. Mhm. Quelque temps après, on trouve le corps d'une jeune femme, très abîmée par la putréfaction, donc difficile à reconnaître. Et sur la base de quelques éléments qui semblaient collés mais qui n'étaient pas suffisants, le corps est identifié à tort comme étant Maureen. Ah non. Jacques, évidemment, il est effondré, il organise l'enterrement, et quelques jours après l'enterrement, le téléphone sonne chez lui. « Alors papa, je suis rentré. » C'était Maureen, vivante. Le choc. Quelle histoire. Ça montre vraiment les limites de la reconnaissance visuelle quand un corps est très abîmé et l'importance des méthodes scientifiques. Exactement. C'est pour ça qu'on se base sur la comparaison très rigoureuse des données qu'on a d'avant la mort. Les données antémortem, taille, poids, cicatrices, tatouages, et surtout les dossiers dentaires, les dossiers médicaux, avec ce qu'on observe sur le corps, post-mortem. D'accord. Historiquement, on utilisait l'anthropométrie, la méthode de Bertillon, avec des mesures précises de plein de parties du corps. Puis, il y a eu les empreintes digitales qui ont tout changé. Rendu célèbre en France par l'affaire Schaeffer au début du XXe siècle. Bertillon y avait joué un rôle d'ailleurs. Et maintenant, l'ADN est devenu un outil majeur, j'imagine. Oui, c'est devenu central depuis les travaux d'Alec Jeffreys, un Britannique, dans les années 80. Et la résolution de l'affaire Colleen-Pitchfork en Angleterre, ça a été la première condamnation grâce à une empreinte génétique. L'ADN, ça donne pas une photo du suspect comme à la télé, hein. Ça donne un profil génétique unique, une sorte de code-barre personnel très très discriminant, qu'on peut comparer à des suspects ou à des bases de données. C'est puissant, mais ça demande aussi une collecte et une comparaison très rigoureuse. Parfois, les cas que rencontre le médecin légiste, ils sortent vraiment de l'ordinaire. Ils défient presque la logique. L'histoire de Lucette, 85 ans, elle est assez frappante. Ah oui, Lucette. Elle est déclarée morte, cause naturelle, par son médecin. La famille organise la veillée, cercueil ouvert, comme ça se fait parfois. Une amie, Jeanine, s'approche pour lui dire au revoir. Et là, Lucette se redresse dans le cercueil et elle lui parle. Pas possible! Si, le choc est tellement violent que Jeanine, l'amie, elle meurt sur le coup. Crise cardiaque. Mon Dieu! Et Lucette? Lucette, en fait, elle n'était pas morte. Elle avait fait une crise de catalepsie. C'est un état très rare où le corps devient tout rigide, le pouls, la respiration sont quasi impossibles à percevoir, ça mime la mort. Ça fait penser à cette vieille peur d'être enterré vivant. Il y avait même eu des inventions à l'époque victorienne, des cercueils de sécurité avec des clochettes. Oui, une peur compréhensible. Mais l'auteur rassure là-dessus. Dans un cercueil moderne, bien hermétique, une fois enterré, l'oxygène s'épuise très vite et le CO2 augmente. On ne survivrait pas plus d'un quart d'heure. Bon, c'est rassurant, si on peut dire. Et puis, il y a des cas où l'étrange devient carrément improbable. Comme cette histoire de fourchette. Ah oui, le cas de Pierre, un homme qui, suite à un pari stupide en soirée, avale une fourchette en plastique en buvant sa bière. Une fourchette. En plastique, oui. L'objet lui perfore l'œsophage, puis l'aorte, la grosse artère. Et miracle, il meurt pas tout de suite. 9 jours après, il commence à vomir du sang. Il descend au salon, et là, nouvelle hémorragie, massive en vomissant, il expulse la fourchette. Ah,
Mais ce rejet provoque une déchirure fatale de l'aorte, hémorragie cataclysmique. C'est incroyable. Et ce n'est pas tout, il me semble. Non. L'autopsie va montrer qu'il avait aussi avalé, sans doute une autre fois, un bout de coteau en plastique, qui était plus bas dans l'intestin. Mais comment ça se fait que l'hôpital n'ait rien vu? Après qu'il ait avalé la fourchette, on lui a fait une radio, mais le plastique, c'est transparent en rayons X, donc on n'a rien vu. C'est une accumulation de malchance et de comportements à risque assez sidérante. Abordons maintenant un sujet qui revient souvent en médecine légale, malheureusement, le suicide. L'auteur note des tendances, la pendaison plus chez les hommes, les médicaments chez les femmes, mais il dit surtout « Attention, les apparences sont parfois très trompeuses ». Le cas du pendu pas pendu est un bon exemple. Ah oui, tout à fait. On trouve un homme, Philippe, pendu à un tuyau dans sa cave. À première vue, ça ressemble à un suicide classique. Oui. Sauf que, quand le légiste examine le corps sur place, il remarque plusieurs choses bizarres. Le sillon de la corde, autour du cou, il est horizontal. Et ça, c'est pas normal? Mais dans une pendaison où la personne tombe dans le vide, le sillon est plutôt oblique. Il remonte vers le nœud. Un sillon horizontal, ça fait plus penser à une strangulation ou à un corps qui a été hissé après coup. D'accord. En plus, il ne voit pas certaines lésions qu'on attend dans une pendaison. Par contre, il y a des écorchures sur le cou comme si la corde avait frotté. Et un bout de plâtre est arraché près du tuyau, ça suggère qu'on a tiré fort dessus. Tous ces petits détails qui sèment le doute. Qu'est-ce qui se passe ensuite? Ce doute justifie de demander une autopsie complète et des analyses toxicologiques. Et là, bingo! L'autopsie confirme qu'il n'y a pas les signes d'une mort par pendaison. Ah. Mais la toxicologie révèle une dose massive d'un somnifère, le lormétazépam, dans son sang. Donc la conclusion change complètement. Radicalement, oui. La reconstitution, c'est que Philippe a été drogué, probablement pendant son repas. Une fois inconscient, on l'a descendu à la cave et on a mis en scène la pendaison après sa mort, pour faire croire à un suicide. Et le suspect? Sa femme, Nathalie, devient la suspecte principale. Mais vu le poids de Philippe, 110 kilos, et elle, 60, Elle n'a pas pu faire ça toute seule. probablement pas. L'enquête de police finira par découvrir qu'elle avait un amant, un batelier assez costaud qui l'a aidé à maquiller ce meurtre. Sans l'œil du légiste et les analyses, ce meurtre passait pour un suicide. Exactement. C'est un exemple parfait de pourquoi il faut jamais se fier aux apparences. Il faut examiner tout systématiquement avec rigueur. Le diable est souvent dans les détails, comme on dit. L'imagination humaine, même dans le contexte tragique du suicide, elle est parfois sans limite. L'auteur raconte des cas assez... Extrême. Oui, il rapporte des scénarios très complexes, presque invraisemblables. Comme ce Florent qui a essayé plusieurs choses. Il s'est mis un garrot en caoutchouc au cou, il a tenté de couper le câble de son pacemaker avec un cutter, ça n'a pas marché, et il a fini par s'injecter de l'air dans une veine. Mon Dieu. Ou Martine, elle essaye d'abord de s'électrocuter, pieds sur du linge mouillé, elle manipule des fils dénudés, mais ça ne marche pas. Alors elle se pend. Et cette histoire de l'homme qui se tire dessus plein de fois? C'est aussi un cas marquant, oui. Un homme qui s'est tiré 14 balles. 14 balles. Oui, de petit calibre. Point 22. Longue raif. Avant de mourir. Il visait le cœur, mais soit à cause de l'angle, soit parce qu'il ne connaissait pas bien l'anatomie, peut-être influencé par les films. Les balles ont ricoché sur les côtes ou sont passées à côté de l'organe vital. Plusieurs fois. C'est terrible. Ces exemples, même s'ils sont tragiques, ils montrent encore une fois qu'il faut une analyse très poussée, dans tous les cas. Toujours. Exactement. Faut jamais avoir d'idées préconçues, même quand ça a l'air évident. L'analyse balistique pour comprendre les trajectoires, la toxico pour chercher des produits, l'examen de chaque lésion, l'analyse de la scène. Tout doit être scruté avec méthode, avec un esprit critique. La médecine légale, c'est vraiment l'école du doute. On n'a fait qu'effleurer la richesse des cas et des leçons qu'il y a dans le livre du Dr Boxo. Ce parcours nous montre un visage de la médecine légale qui est bien loin des simplifications de la télé. C'est un travail exigeant. La rigueur scientifique, le sens de l'observation et cette capacité à toujours remettre en question les évidences, c'est essentiel. C'est une profession qui confronte à la mort tous les jours, c'est vrai, mais aussi, on l'a vu, à la bêtise humaine, à la détresse, la solitude, et parfois à une ingéniosité, souvent pour le pire d'ailleurs, assez stupéfiante. Oui. L'auteur le dit bien, il faut savoir compartimenter, garder une distance professionnelle pour tenir le coup, mais toujours agir avec un profond respect pour la vérité et la justice, pour les défunts et pour leurs proches. Ces histoires sont souvent graves, c'est vrai. Parfois, il y a une touche d'humour un peu noire face à l'absurdité de certaines situations. Ça nous rappelle forcément à quel point nos vies sont fragiles. Ça nous force à regarder la mort en face, surtout quand elle arrive de façon brutale, ou suspecte,
ou inexpliquée. Il a une formule juste, l'auteur, là-dessus. De la mort que nous nous amusons, voire de ses circonstances, mais jamais du mort lui-même. Cette distance, cet humour parfois un peu grinçant, c'est sans doute un mécanisme de défense, indispensable face à l'horreur ou au non-sens qu'on peut rencontrer. Qu'est-ce que la médecine légale, à travers toutes ces histoires personnelles, nous apprend finalement sur notre société? Sur notre rapport à la mort, bien sûr, mais aussi à la violence, à la maladie mentale, à la précarité, à la solitude, ou même juste à la malchance ou à l'imprudence. C'est une fenêtre assez unique, parfois dérangeante, c'est sûr, mais toujours incroyablement révélatrice sur la condition humaine, quoi.